19h, bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce premier jour du mois d'avril. Les députés espagnols continuent de critiquer Pedro Sánchez suite à la volte-face de Madrid sur la question sahraoui. Les députés espagnols qui dénoncent une décision unilatérale. Le gouvernement burkinabé réagit aux exigences de la CEDEAO. Il rejette les délais fixés au préalable par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et les autorités militaires russes ont indiqué que les forces ukrainiennes ont visé ce matin un site pétrolier dans la ville de Belgorod, la Russie, qui a décidé à partir d'aujourd'hui de procéder à l'échange de gaz russe exclusivement en roubles avec les pays considérés comme hostiles par Moscou. Sport, football, le tirage au sort de la Coupe du Monde Qatar 2022 a eu lieu ce soir. De belles rencontres sont au programme avec des groupes pour le moins bien équilibrés. En attendant le coup d'envoi le 21 novembre entre le Qatar, pays hôte, et l'Équateur. Et nous entamons cette édition par Madrid. À la demande de 11 blocs parlementaires, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a comparu devant la Chambre des parlements, essuyant un tsunami de critiques suite à sa décision de soutenir le régime autoritaire du Maroc. Les représentants des partis politiques se sont notamment accordés sur le fait que le gouvernement Sánchez a pris unilatéralement une décision en matière de politique étrangère et remis en cause la position traditionnelle de l'Espagne vis-à-vis du Sahara occidental. Souhila Kilal. Une décision unilatérale allant à l'encontre des résolutions onusiennes. C'est par ces mots que les députés de la Chambre des représentants espagnols ont condamné à l'unanimité le revirement de la position de leur gouvernement sur la question du Sahara occidental, critiquant au passage le soutien au plan marocain dit d'autonomie. Pendant plus de 5 heures, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a essuyé les critiques acerbes des porte-paroles des différentes mouvances politiques espagnoles lors de sa comparution devant la Chambre des représentants. Se démarquant de la décision du chef de l'exécutif espagnol, le porte-parole de la coalition Unidas Podemos, Pablo Echenique, a réitéré le soutien de son parti au référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Le parti Bildu, habituellement partenaire du gouvernement espagnol, a contre toute attente accusé Pedro Sánchez de trahison envers le peuple sahraoui. De son côté, Cuca Gamarra, porte-parole et coordinatrice générale du Parti populaire, a estimé que la lettre envoyée par Sánchez au roi du Maroc marque un changement de la politique étrangère et une rupture d'un consensus traditionnel, ce qui constitue un manque de respect au peuple espagnol. Même son de cloche du côté du leader de Vox, Santiago Abascal, ce dernier a qualifié le revirement de la position du gouvernement espagnol d'insulte. Dernier rebondissement en date, la visite du chef de la diplomatie espagnole José Manuel Álvarez à Rabat, initialement prévue ce vendredi, a été annulée à la dernière minute suite à une conversation téléphonique entre Pedro Sánchez et le roi du Maroc. L'intergroupe du Parlement européen de soutien au peuple sahraoui a été reçu jeudi soir par le président de la République sahraoui, Brahim Ghali. A noté que l'intergroupe est en visite depuis mardi en République sahraoui. Tinhinan Makassi. Menée par l'eurodéputé autrichien Andreas Scheider, la délégation de l'intergroupe du Parlement européen en soutien au peuple sahraoui a été reçue jeudi soir par Brahim Ghali, président de la République arabe sahraoui démocratique. À l'occasion de cette rencontre, Brahim Ghali a fait le constat sur la résistance du peuple sahraoui, affirmant que son peuple a accordé sa confiance à la communauté internationale depuis plus de 29 ans, en attendant une solution juste et durable à travers un référendum d'autodétermination. Affirmant, je cite, « Cette solution n'a pas pu voir le jour en raison des violations marocaines du cessez-le-feu signé entre le Front Polisario et le Maroc en 1991, sous les auspices de l'ONU. Pour rappel, le 13 novembre 2020, après que l'armée du Maroc ait lancé une opération militaire à Guergrate, le cessez-le-feu a été annulé.
En visite dans les territoires occupés depuis le 29 mars et pour 3 jours, la délégation a notamment visité les locaux du Croissant Rouge. Et elle a été reçue aussi par le président du Conseil national sahraoui. Andreas Scheider, le meneur de file, a profité de cette occasion pour réitérer la position de l'Union européenne en faveur de la recherche d'une solution juste et durable, conformément à la légitimité internationale et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et à propos du Maroc, l'unique raffinerie dite Samir vient de fermer ses portes, entraînant une perte de plus de 3500 emplois chez les manutentionnaires. Cette annonce creuse aussi le déficit commercial du royaume. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. 5 mois après la fermeture des vannes de gazoduc algérien GMU, l'unique société marocaine de l'industrie de raffinerie, la Samir, suspend entièrement son activité au royaume chérifien. Une décision ayant creusé le déficit commercial avec la perte de la valeur ajoutée du raffinage de pétrole. Aussi, le Trésor enregistre une perte estimée de 20 milliards de dirhams à la suite de l'endettement accumulé de l'entreprise, souligne le syndicat national des industries du pétrole et gaz naturel. L'arrêt de la raffinerie cause également la perte de plus de 3500 emplois chez les manutentionnaires, le licenciement potentiel de près de 900 employés permanents et la probable perte de plus de 20 000 emplois au sein des entreprises marocaines créancières. À l'issue d'une conférence de presse tenue ce matin, le porte-parole du gouvernement marocain est revenu sur cette histoire. La Samir est un sujet de liquidation judiciaire dès que la justice annonce son verdict. Cependant, le gouvernement réagit face aux décisions qui seront prises par les autorités judiciaires qui suivent les détails du dossier. Un dossier très connu par la position de la société dans le passé. Les difficultés de cession de l'activité sont liées à l'absence de réponse du gouvernement marocain sur l'avenir des industries de raffinage au Maroc. L'arrêt de cette raffinerie a provoqué une diminution du stock de produits pétroliers raffinés. Au sein de la classe politique et scientifique marocaine, cette fermeture est qualifiée par l'ancien Premier ministre Ben Khéran de faute grave, de crime politique et de crime économique de l'État. Au sujet de la Libye, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Stéphanie Williams, a déclaré que la priorité de l'ONU est désormais d'aider les Libyens à organiser des élections nationales crédibles dans les meilleurs délais. Dans un entretien virtuel avec un certain nombre d'acteurs politiques libyens, jeudi soir, Williams a expliqué qu'elle était retournée en Libye pour soutenir la tenue d'élections en coordination avec la mission de l'ONU et poursuivre la mise en œuvre des mesures économiques, politiques et sécuritaires. 24 heures après la dissolution du Parlement en Tunisie par le président Kais Saïed à Tunis, la capitale, la tendance était plutôt en faveur de cette dissolution, rappelant que Kais Saïed a annoncé la décision de dissoudre le Parlement dans un discours télévisé après que les législateurs dirigés par le parti islamiste d'opposition ont tenu une session virtuelle cherchant à annuler les mesures prises par le chef de l'État le mois de juillet dernier. Pour la majorité des Tunisiens qui continuent d'alimenter la méfiance à l'égard de leurs élus, la décision de Saïed de dissoudre le Parlement était basée sur une référence constitutionnelle légale et claire. Le Parlement du Bardo est un terrain de foot. Chaque groupe essaie de récupérer la balle sans trop se soucier du pays. Cela fait 10 ans que le Parlement n'a rien fait. Le résultat est là avec la cherté de la vie, le manque de blé et de semoule. Le président décide sur une base constitutionnelle et il dissout le Parlement. Une décision qui vient en retard. Ce retard a donné justement l'occasion à certaines parties pour le critiquer politiquement mais aussi constitutionnellement. Et c'est le Parlement lui-même qui a motivé cette dissolution.
Tunisie, toujours, le chef de l'État, Kais Saïed, a reçu ce vendredi une délégation du bureau exécutif de l'UGTT, conduite par le secrétaire général Nordine Taboubi. Si cette entrevue était attendue, elle a été accélérée par les derniers rebondissements sur la scène politique, notamment la dissolution du Parlement. En tout cas, selon un article sur le site d'Echab, journal représentant l'UGTT, cette réunion porte notamment sur la situation générale dans le pays. Au Burkina Faso, le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo était face à la presse. Il est revenu sur les délais fixés par la CEDEAO. Le porte-parole du gouvernement est ferme. La CEDEAO doit tenir compte du contexte de chaque État et du désir de chaque peuple, rejetant par conséquent les délais fixés au préalable par la CEDEAO. Pour le délai fixé par la CEDEAO, puisque le délai c'est aujourd'hui, le gouvernement du Burkina Faso ne subit qu'un seul délai, celui de bien faire les choses, celui d'agencer son action conformément aux réalités du terrain, en toute objectivité, avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. Ce qui nous dicte notre action, c'est vraiment le terrain, c'est vraiment l'opérationnel et c'est le contexte dans lequel le Burkina Faso est plongé. On vous parle d'une CEDEAO des peuples. Et le bon sens voudrait vraiment qu'on tienne compte du contexte de chaque État, du désir de chaque peuple. Et pour le nôtre, nous avons touché le fond. Et notre désir le plus ardent, c'est de rejoindre, c'est de remonter en surface. Et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que cette remontée se passe dans les règles et qu'elle se passe le plus vite possible. Lionel Bilgo qui est revenu également sur l'interpellation de la CEDEAO sur la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, détenu en résidence surveillée depuis le coup d'État. Sur la préoccupation liée à l'ancien président du Faso, le gouvernement du Burkina Faso tient à rassurer la commission de la CEDEAO ainsi que toute la communauté internationale que depuis un peu plus de 3 semaines, des concertations ont été initiées au niveau national et se poursuivent dans l'optique d'aboutir au retour de l'ancien président dans une résidence familiale de son choix, tout en garantissant sa sécurité. L'ONU a demandé jeudi des fonds pour faire face à l'urgence humanitaire au Soudan du Sud. La communauté humanitaire a besoin d'1,7 milliard de dollars. Cet appel de fonds est destiné à assister 6,8 millions de personnes parmi celles qui ont le plus besoin d'une aide humanitaire et de services de protection, en plus de 2 millions de personnes déplacées au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté jeudi à l'unanimité pour la création en Somalie d'une nouvelle force de maintien de la paix de l'Union africaine baptisée ATMIS, qui va succéder à l'actuel AMISOM qui compte 20 000 militaires, policiers et civils. Après de nombreux mois d'échanges constructifs, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui reconfigure l'AMISOM. Il s'agit dorénavant de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ont annoncé les Émirats arabes unis qui président en mars le Conseil de sécurité. Et à quelques heures du Ramadan, la flambée des prix du carburant et des denrées alimentaires continue de faire parler d'elle dans le monde et en Afrique particulièrement. En Somalie, par exemple, le conflit en Ukraine s'est sérieusement répercuté sur le quotidien des Somaliens. À Mogadiscio, la capitale, la population s'inquiète et le mois de jeûne s'annonce très compliqué cette année. La sécheresse inédite qui touche le pays n'est pas pour arranger une situation déjà critique dans le pays. Mohamed Amin Berkane. L'opération spéciale menée par la Russie en terre ukrainienne a exacerbé les problèmes alimentaires de certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Pesant sur les préparatifs du Ramadan, mois de jeûne musulman qui débute ce week-end où les tables sont traditionnellement garnies à la nuit tombée, faisant face à une stabilité politique, sociale et la menace terroriste, la Somalie s'apprête à vivre l'un de ses plus difficiles mois de jeûne
Le pays subit aussi sa pire sécheresse en 40 ans. Le ramadan s'annonce morose. Le conflit en Ukraine, la crise politique, le report des élections, les sécheresses récurrentes et la hausse des prix des denrées alimentaires qui ont marqué le pays peuvent vraiment affecter la population pendant le mois sacré du Ramadan. Ce Ramadan sera très différent à cause de la flambée des prix du carburant et de la nourriture. La crise en Occident nous a lourdement affectés alors qu'on se prépare pour le Ramadan. Mais on espère que les prix du carburant commenceront bientôt à baisser. Le Ramadan s'annonce donc très différent pour la simple raison que les prix du carburant et des denrées alimentaires s'envolent. Des prix plus élevés qui se répercutent sur le pouvoir d'achat des Somaliens, la Somalie qui enregistre une inflation sans précédent. Le pays est confronté à une forte inflation qui est sur le point de grimper. En Somalie, il y a beaucoup de déplacés internes. Par exemple, si vos dépenses mensuelles étaient de $100 l'année dernière, il vous faut maintenant $200 pour vivre ou survivre. Les loyers, les prix des denrées alimentaires, du carburant et donc du transport ont tous augmenté, ce qui est très dur pour la population. Théâtre de plusieurs conflits, la Somalie risque de plonger dans une sérieuse insécurité alimentaire. D'autres pays risquent de connaître le même sort. La Palestine, l'Égypte, la Syrie ou encore le Sénégal s'apprêtent aussi à entamer ce virage crucial du mois sacré du Ramadan. 12 Palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste dans plusieurs gouvernorats de Cisjordanie occupés à l'aube de ce vendredi, parmi lesquels figure un imminent dirigeant du mouvement de résistance Hamas. Rapportent des médias, il s'agirait de l'ancien député Ahmed Hattoun qui a été déporté d'El-Quds vers la Cisjordanie. L'agence de presse palestinienne Wafa a indiqué que les arrestations s'étaient concentrées sur les gouvernorats de Beit Lahm, Ramallah, et Naplouse et Jenin. L'Union européenne a salué les récentes annonces de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen et du groupe Houthi concernant une trêve avant le mois sacré du Ramadan. Elle espère aussi voir les parties au conflit s'appuyer sur l'armistice et profiter de cet élan pour convenir d'un cessez-le-feu permanent et parvenir à une solution politique globale au conflit au profit du peuple yéménite qui souffre depuis de nombreuses conséquences dévastatrices du conflit. Et la pauvreté qui frappe de plein fouet le Yémen, l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé que plus de 25,5 millions de Yéménites vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté en raison des répercussions de la guerre dans le pays qui perdure depuis plus de 7 ans. L'organisation a expliqué dans un tweet que la guerre au Yémen a généré la pire crise humanitaire où 25,5 millions de personnes sur une population totale de 30 millions vivent sous le seuil de pauvreté. La compagnie publique d'électricité du Liban fournira de l'électricité pour 16 millions de dollars lors de l'élection législative, soit un dépassement de 30% du budget électoral, a annoncé le ministre libanais de l'Intérieur, devenu le symbole de la gabegie du Liban. Le secteur de l'électricité est accusé d'être gangréné par la corruption dans un pays qui souffre depuis des décennies d'une sous-production d'électricité, frappée par une crise inédite qualifiée par la Banque mondiale d'une des pires au monde depuis 1850. Le Liban subit des coupures de courant allant jusqu'à plus de 22 heures par jour sur fond de dégringolade de la monnaie nationale. Nous sommes prêts sur le plan logistique et nous travaillons actuellement à l'obtention de l'électricité pour les bureaux de vote. Les élections sont un droit pour les citoyens, un droit légal et constitutionnel. L'ensemble de la communauté internationale souhaite que ces élections aient lieu et les citoyens en ont besoin et le veulent. Il est inacceptable et désagréable de priver les citoyens qui se sont soulevés en octobre 2019 de ce droit.
Et dans le dossier ukrainien, au moment où on parle de la reprise des négociations entre Kiev et Moscou, les opérations d'évacuation de civils, le terrain reste sous tension. Les autorités militaires russes ont indiqué que les forces ukrainiennes ont visé ce matin un site pétrolier dans la ville de Belgorod. Les détails avec Amin Touta. Au 37e jour du conflit en Ukraine, des questions se posent sur les campagnes d'évacuation des civils de la municipalité de Mariupol vers la région de Zaporizhzhia, en raison des problèmes liés à l'organisation de corridors humanitaires et la distance entre les deux villes, qui est presque de 226 km et nécessite plus de 3 heures de route dans les conditions ordinaires, selon les organisations humanitaires. La ville portuaire avait connu ces dernières semaines des frappes et des combats acharnés. Sur le terrain des opérations, les autorités russes ont déclaré que des hélicoptères de l'armée de l'air ukrainienne avaient attaqué dans la nuit du 31 mars au 1er avril une raffinerie de pétrole russe qui compte 27 réservoirs dans la ville de Belgorod, dans l'ouest de la Russie. La même source a déclaré que des civils étaient évacués de la zone de la raffinerie située à 40 km de la frontière entre les deux pays. Les services de secours étaient à pied d'œuvre pour éteindre l'incendie qui a causé la blessure de 2 employés. C'est pour la première fois depuis le début du conflit le 24 février passé que les forces ukrainiennes mènent une opération sur le sol russe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a commenté l'acte en signifiant qu'il mettrait la voie des négociations dans des conditions inconfortables. Pour rappel, le dernier rendez-vous des négociations entre Kiev et Moscou avait eu lieu en Turquie et précédé par plusieurs rencontres sans qu'il y ait une avancée majeure pour mettre fin au conflit. La Russie a décidé à partir d'aujourd'hui de procéder à l'échange de gaz russe exclusivement en roubles avec les pays considérés comme hostiles par Moscou. Les pays concernés devront convertir plutôt leur monnaie en roubles avant de pouvoir acheter du gaz, ce qui pourrait influer positivement sur les cours de la monnaie russe. Les détails avec Safwan Ben Sabri. C'est officiel, depuis ce vendredi 1er avril, le gaz russe devra être payé en roubles. Cette exigence de Vladimir Poutine, imposée aux pays jugés inamicaux, a été rejetée par les Européens, parmi eux la France et l'Allemagne, qui dépendent respectivement de 17 et 55% de l'approvisionnement russe. Ces derniers s'appuient sur les contrats qui stipulent des paiements en dollars ou en euros. Néanmoins, cette mesure de Vladimir Poutine ne change rien pour les acheteurs sur le terrain, puisqu'ils pourront régler dans leur devise auprès d'un intermédiaire tel que Gazprom Bank, soumise à l'obligation de convertir 80% de son chiffre d'affaires en roubles. L'objectif de ce décret de Vladimir Poutine est avant tout de protéger la valeur du rouble fragilisée par la série de sanctions économiques imposées par l'Occident. Pari réussi puisque la valeur du rouble russe remonte. Il a atteint son plus haut niveau depuis plus de 5 semaines dans les premiers échanges à Moscou ce vendredi, avant de s'établir à près de 83 roubles pour $1. Si ces paiements ne sont pas effectués, nous considérons qu'il s'agit d'un défaut de paiement de la part des acheteurs, avec toutes les conséquences qui en découlent. Personne ne nous vend quoi que ce soit gratuitement et nous n'allons pas faire de travail caritatif. Autrement dit, les contrats existants seront arrêtés. L'Europe retient son souffle et se prépare à une éventuelle coupure du gaz russe qui pourrait survenir du jour au lendemain. Pour certains, cette situation les fragiliserait sur le court terme. Pour d'autres, l'hiver s'annoncerait particulièrement rude. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a visité la centrale nucléaire de Konstantinovka dans le sud de l'Ukraine afin de mettre en place une assistance technique sur fond de crainte d'un accident. L'agence espère désormais pouvoir envoyer rapidement des experts sur place et livrer les équipements nécessaires pour garantir la sécurité des installations. Depuis le début de l'offensive militaire russe, il y a plus d'un mois, Grossi n'a cessé de mettre en garde contre les dangers de cette guerre, la première à se dérouler dans un pays doté d'un vaste parc nucléaire comprenant 15 réacteurs, dont 4 centrales en activité, ainsi que plusieurs dépôts de déchets nucléaires. Je tenais à dire que nous sommes ici avec vous, que nous sommes prêts à vous soutenir de toutes les manières et sous toutes les formes possibles. De rien de ce qui se passe ici ne passera inaperçu, car l'AIEA sera là pour vous soutenir et dire chaque fois qu'il y a un problème.
Lors d'un sommet Union européenne-Chine qui s'est déroulé par vidéoconférence, les hauts dirigeants de l'UE tentent de dissuader Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, d'aider Moscou dans le conflit en Ukraine pour contrer les sanctions occidentales. Pékin qui entend relancer sa relation économique avec une Europe fragilisée par la guerre en Ukraine. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé jeudi avoir élargi la liste des dirigeants de l'Union européenne, députés européens, personnalités publiques et journalistes n'étant plus autorisés à se rendre en Russie. Cette mesure prise en réponse aux sanctions imposées par les 27 à Moscou en raison de l'opération militaire russe en Ukraine vise des personnalités qui alimentent la russophobie en Europe selon le ministère. Et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en visite en Inde, s'est entretenu avec son homologue indien alors que les pays occidentaux pressent pour que New Delhi agisse plus fermement contre l'opération russe en Ukraine. Pour rappel, l'Inde s'est abstenue de voter au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution condamnant la Russie et s'est contentée d'appeler à l'arrêt des violences. Le pays continue par ailleurs d'acheter du pétrole et des produits russes. Equality and mutual trust. C'est la qualité de la confiance mutuelle qui sous-entend nos actes sur la scène internationale et dans le contexte d'un monde multipolaire qui se dessine objectivement. Comme vous y avez fait allusion hier lors d'une conférence à New Delhi, nous sommes évidemment intéressés par l'équilibre de l'ordre mondial qui le rend durable. En effet, comme vous l'avez mentionné, aujourd'hui nos collègues occidentaux voudraient réduire toute question internationale significative à la crise en Ukraine. Vous connaissez notre position, nous ne cachons rien et nous apprécions que l'Inde regarde cette situation dans son ensemble et pas seulement d'une manière unilatérale. Excellence, notre réunion d'aujourd'hui se déroule dans un environnement international difficile, indépendamment de la pandémie. L'Inde, comme vous le savez, a toujours été favorable à la résolution des différences et des différends par le dialogue et la diplomatie. Au cours de notre réunion d'aujourd'hui, nous aurons l'occasion de discuter en détail de questions et préoccupations contemporaines. 8 mineurs sont morts et une vingtaine ont été blessés ce vendredi lors d'une explosion probablement de méthane dans une mine de charbon du sud de la Serbie, selon la télévision publique RTS. L'explosion a provoqué un effondrement dans cette mine proche de la localité d'Aleksinac. Nous avons désormais 19 mineurs blessés hospitalisés dans notre établissement, 3 dans un état grave, a déclaré Goran Vidic, directeur de l'hôpital d'Aleksinac. Énergie face à la flambée des prix du pétrole. Le président américain Joe Biden a promis lors d'un discours à la Maison-Blanche de soulager les ménages confrontés à la hausse du prix de l'essence en annonçant notamment une mise à contribution sans précédent des réserves stratégiques du pays. Il s'en est aussi pris aux compagnies pétrolières qui s'assoient sur leurs bénéfices records au lieu d'augmenter la production sur le territoire américain. Aujourd'hui, je présente un plan en 2 parties, non seulement pour soulager les ménages, mais aussi pour mettre fin à cette ère de dépendance et d'incertitude, et pour jeter les bases d'une indépendance énergétique américaine véritable et durable. Et ces images de manifestants affrontant la police lors d'une nuit de violence devant le domicile du président sri-lankais dans la capitale du pays, en proie à une grave crise économique au lendemain de ces heures d'importants dégâts matériels sont visibles dans les rues de Colombo. La nation d'Asie du Sud connaît de graves pénuries de produits de première nécessité, une inflation galopante et des coupures d'électricité paralysantes. Retour en Algérie pour parler culture. C'est aujourd'hui que s'est clôturé le Salon international du livre d'Alger. Une conférence de presse est tenue ce matin à l'espace Silla. Le commissaire du salon, Mohamed Igerb, a souligné le nombre record de visiteurs qui a atteint
plus d'1,3 million, mais aussi la présence de 36 pays, dont 1250 exposants, l'Italie étant le pays d'honneur de cette 25e édition. La directrice de l'Institut italien à Alger, Antonia Grande, nous parle du SILA, mais aussi de la collaboration culturelle italo-algérienne. Eh bien, les salons internationaux du livre de Turin, qui est un les salons les plus importants en Italie. Et bon, j'ai vu la même ambiance, la même fréquentation avec des milliers de gens. Et donc, je considère, je me suis informée et on peut considérer les salons internationaux du livre d'Alger comme les salons les plus importants sur le continent africain, donc à la hauteur des plus importants salons du monde. Dans le secteur de la musique, beaucoup de projets avancent, mais non seulement musique, aussi archéologie, restauration. D'ailleurs, on a signé des conventions importantes dans le secteur de l'archéologie et de la restauration parce que c'est des domaines très importants où il y a l'excellence italienne, mais aussi en Algérie, il y a beaucoup de ruines romaines sur lesquelles on peut travailler. Sport, football, il était très attendu. Il a finalement eu lieu ce soir à Doha, au Qatar. Le tirage au sort du Mondial 2022 a donc été tiré. 8 groupes et 32 équipes seront en lice au bout. Une finale et pourquoi pas un trophée. Pour le moment, il est trop tôt pour se prononcer sur celui ou celle qui succédera à la France, la tenante du titre. Sinon, pour ce tirage, dans le groupe A, le pays hôte, le Qatar, qui donnera le coup d'envoi de ce mondial face à l'Équateur et évoluera aux côtés des Pays-Bas, du Sénégal et donc de l'Équateur. Pour le groupe B, on y retrouve l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran et le vainqueur du match barrage Ukraine face au vainqueur de la confrontation entre l'Écosse et les Pays de Galles. Pour le groupe C, on y retrouve l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Dans le groupe D, la France, championne du monde en 2018, sera aux côtés du Danemark, de la Tunisie et le vainqueur du barrage intercontinental qui opposera le Pérou au vainqueur du match Australie-Émirats Arabes Unis. Pour le groupe E, on y retrouve l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le vainqueur du barrage intercontinental entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Pour le groupe F, la Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada. Dans le groupe G, le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Et enfin, dans le groupe H, le Portugal de Cristiano Ronaldo sera accompagné de l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. Le match d'ouverture de cette 22e édition aura lieu au stade El Beit El Khour. Le Qatar, je vous le disais, donnera le coup d'envoi de la première rencontre à 13h, heure locale, le 21 novembre 2022. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Amal Amziane Zitouni. Bonne suite des programmes sur Al 24 News.